Bonjour, on est là pour vous parler un petit peu de la lutte à Notre-Dame-des-Landes. Comment elle se passe en termes de communication, en termes interne ou externe, et comment Internet est utilisé dans cette communication et dans l'organisation de la lutte. Vous avez, si vous trouvez le SSID Libertalia, c'est une petite pirate box où dessus vous aurez tout un fond documentaire sur la lutte de Notre-Dame-des-Landes, des vidéos, de la doc, un peu tout ça, quoi. Donc n'hésitez pas à pomper dessus. Et puis je pense qu'on va se présenter d'abord rapidement. Et je vais passer la parole à Anne-Marie de l'association ASIPA. Donc une petite seconde, on va lancer un diaporama. Donc Anne-Marie, je suis coprésidente et membre fondateur de l'ASIPA, Association citoyenne des populations concernées par le projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Cette association a été créée en 2000, quand le projet de Notre-Dame-des-Landes est ressorti des cartons. Donc je vais vous faire une présentation en fait en gros en 3 parties. Un tout petit rappel de 2 diapos pour vous présenter un petit peu le tableau. Qu'est-ce que c'est la problématique Notre-Dame-des-Landes? Et ensuite, on verra une historique de comment on a utilisé l'outil Internet pour lutter contre ce projet d'aéroport. Et puis enfin, on détaillera les différents outils et comment ça a pu progresser. Ça arrive. Il en manque un bout par contre. Ça vient. Voilà, super. C'est parti. J'essaie de me prendre les pieds dans le fil. Toc. Donc l'agenda, je viens de dire, le contexte, l'historique d'Internet côté ASIPA. Moi, je vais parler de la partie qui me concerne, que je connais, ASIPA. Et ensuite, les autres intervenants vous parleront de la HAZAD, des comités de soutien, des personnes qui relaient l'information. Et puis les détails des outils qui sont utilisés. Donc le contexte. Projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, c'est au nord de Nantes. C'est un projet d'aéroport qui date des années 60. C'est un projet qui était prévu pour le Concorde. Depuis, les arguments ont beaucoup évolué pour essayer de justifier le fait qu'il fallait faire un 2e aéroport à Nantes, puisque Nantes a déjà un aéroport. 2000 hectares de terres agricoles brocagères, paradoxalement protégés par le fait que ce projet d'aéroport a été décidé, planifié dans les années 60, puisque ce projet, cette zone a été protégée de tout ce qui est remembrement. On trouve à Notre-Dame-des-Landes un bocage unique, une centaine de kilomètres de bocagères, des espèces protégées, des espèces rares, une zone humide à 98%, et on sait maintenant quelle est l'importance de protéger les zones humides. Malgré tout, les collectivités locales et l'État continuent à faire marcher leur rouleau compresseur pour essayer de faire ce projet à cet endroit. Donc quand tu as déjà un aéroport qui n'est pas saturé, le contrat de concession a été donné à Vinci, société humaniste que l'on connaît. Le contexte de la lutte, les premiers à se battre contre le projet d'aéroport, c'était les agriculteurs locaux qui ont commencé dès les années 70. Le projet est ressorti de terre dans les années 2000 et là tout un panel de personnes très très variées a commencé à s'opposer à ce projet d'aéroport. Toujours les agriculteurs mais aussi les citoyens. Il y a maintenant des naturalistes, des élus, des collectifs de pilotes, des collectifs de géographes, des collectifs de juristes, des artistes. Tout ce monde pour combattre ce projet d'aéroport. Je ne vais pas vous détailler toutes les étapes de toutes les actions, toutes les manifs, etc. On va en voir 2 qui sont vraiment essentielles. En avril 2012, une grève de la faim a eu lieu pendant 28 jours en plein cœur de Nantes par des agriculteurs impactés par le projet. Cette grève de la faim s'est achevée le 8 mai
au moment où François Hollande voulait nommer Jean-Marc Ayrault Premier ministre, et ça faisait quand même un peu désordre qu'un Barnum avec des gens en grève de la faim, des moutons et plein de gens qui passent, soit au plein cœur de la ville de Jean-Marc Ayrault. Donc il y a eu un accord qui s'est révélé très très important, puisque cet accord permettait aux agriculteurs et à tous les habitants qui disposaient d'un titre officiel d'habiter là, y compris des habitants en location précaire, d'être protégés jusqu'à l'expiration d'un certain nombre de recours juridiques. On fait une guérilla juridique contre ce projet d'aéroport, on attaque tout ce qui est attaquable, et ces recours malheureusement ne sont jamais suspensifs. C'est-à-dire qu'on pourrait très bien gagner au niveau juridique, alors que l'aéroport serait déjà construit. C'est quand même assez paradoxal. Et donc là, ça donnait de la visibilité aux agriculteurs qui, normalement, auraient dû dégager en décembre 2012. D'autres recours étaient exclus de cet accord de la grève de la faim. Et récemment, la Cour de cassation a donné raison sur un autre recours qui était sorti de cet accord, qui va permettre de prolonger probablement d'encore au moins 18 mois la sécurisation des habitants sur la zone. C'est-à-dire que ces gens-là sont expropriés, mais ils ne sont pas expulsables. Il y a différents niveaux, on exproprie les gens et après on leur dit vous dégagez et après hop on leur rase leur maison. Là on est dans la phase où les gens sont expropriés mais ils sont encore dedans, ils sont squatteurs dans leur propre terre, dans leur propre maison, sur leur propre terre. Deuxième grosse opération très très récemment, et c'est ce qui a permis de donner à la lutte de Notre-Dame-des-Landes une visibilité nationale, c'était l'opération César au mois d'octobre, qui était destinée à vider la zone de tous les habitants illégaux mais légitimes. Et donc là, il y a eu des maisons qui ont été squattées, qui ont été rasées, les gens ont été expulsés de chez eux, manu militari. Il y a eu une présence policière, pratiquement 1000 CRS et gardes mobiles pendant un mois sur la zone. Et ensuite, ils sont restés un petit peu moins de monde jusqu'à tout récemment, il y a moins d'un mois, il y avait encore des checkpoints avec des CRS à des carrefours de Notre-Dame-des-Landes. Cette opération, paradoxalement, s'est révélée boomerang puisque il y a une mobilisation nationale de toute la population, alors que les autorités voulaient couper les zadistes, c'est-à-dire les habitants illégaux, encore une fois légitimes de la zone, du reste de la population, et au contraire, on a vu une cohésion de tout le monde. Les gens venaient protéger ces habitants, venaient apporter de la nourriture, venaient apporter des vêtements. Il y avait des conditions météo épouvantables, il pleuvait tout le temps, apporter des chaussettes sèches, ce genre de choses. Et le 17 novembre, une très très grande manifestation qui a regroupé 40 000 personnes sur Notre-Dame-des-Landes, l'opération Astérix, puisque l'opération du préfet s'appelait l'opération César. C'est pas nous qui l'avons. C'est vraiment la préfecture qui avait intitulé cette opération de déferlement des légions étatiques sur Notre-Dame-des-Landes, l'opération César. À l'heure actuelle, donc, les habitants sont toujours là, les cabanes ont été reconstruites, il y a autant de vie, sinon plus qu'avant sur ce secteur. La guérilla juridique continue. Elle est montée au niveau du Parlement européen avec une procédure EU Pilot qui a été démarrée au niveau du Parlement européen, et l'État français doit apporter des réponses à la commission des pétitions du Parlement européen, et pour l'instant leurs réponses sont assez floues. Je passe sur tous les détails, commission de dialogue et tout le bazar. On est là plus pour parler d'informatique, donc je vais attaquer sur le sujet réel de l'intervention. Au niveau historique Internet, côté ACIPA, ça commence un peu à dater. La CIPA a démarré en novembre 2000. Tout de suite, travaillant dans l'informatique, même si j'étais absolument pas du tout dans la partie Internet, ça me semblait évident qu'il fallait qu'on ait un site Internet. Donc dès que l'association a été créée, alors qu'on était 9 personnes, un site Internet a été mis en ligne, avec un forum de discussion, avec une newsletter. En 2003, c'était le débat public. En ce moment, on parle beaucoup du débat public de Bure pour l'enfouissement des déchets nucléaires. À Notre-Dame-des-Landes, on a eu un des premiers débats publics sur le projet. Alors, un débat public, c'est une sorte de thérapie de groupe où vous allez expliquer à tel point vous êtes contre, et après, on vous explique à quel point vous avez tort d'être contre, et comme ça va être magnifique d'avoir ce projet d'aéroport. Donc, on avait le choix. En gros, on discutait du positionnement des pistes. On a réussi à obtenir qu'ils fassent une étude sur l'éventuelle saturation, et l'étude montrait qu'il n'y avait pas de saturation dans l'Atlantique. Là, on s'est rendu compte qu'on leur posait quand même des problèmes, parce qu'ils ont utilisé une faille
qu'on avait laissé par manque de compétences, par naïveté, sur l'inscription à la newsletter, où n'importe qui pouvait inscrire n'importe quelle adresse mail à la newsletter. Et donc, plainte a été déposée au niveau du service Abuse de Free, notre fournisseur d'accès, en disant qu'on faisait du spam. Donc, notre adresse mail de newsletter étant bloquée, on a recréé une autre adresse mail. C'était encore bloqué, on a recréé une autre adresse mail. Et au bout du compte, Free nous a envoyé un mail en disant « Bon, ben, attends, vous arrêtez vos conneries, on bloque tous les comptes. » On ne pouvait plus envoyer de newsletter, on ne pouvait plus mettre à jour le site internet. Bon, ça s'est finalement bien passé, puisque avec 3/4 d'heure de négociations avec ces gens-là, on a pu obtenir le déblocage de nos adresses. Mais bon, c'est vrai que le boulet est passé pas très loin quand même. On a eu très très peur à ce moment-là, parce que s'il fallait communiquer, on ne pouvait plus. On a modifié la newsletter, on a réinscrit les gens, etc. Tout s'est bien passé. En 2004, on a fait une nouvelle organisation du site internet, qui était un peu simpliste. On a pu mettre une première pétition en ligne. Entre 2005 et 2009, bon, il y a eu des mises à jour régulières. On est passé avec une newsletter plus automatique. En 2010, on commence à rentrer dans les réseaux sociaux, Facebook. Alors, moi, je ne sais pas, pour les plus âgés d'entre vous, Facebook, c'était mes enfants. Hein. Moi, j'y connaissais rien du tout. J'ai dû demander à mon fils qu'il m'explique comment ça marche. Je ne savais pas trop à quoi ça servait, tout ça. Tout le monde disait, il faut faire une page Facebook, mais pas trop d'idées. On a créé une page Facebook, et puis petit à petit, on commençait à mettre des messages dessus. On a fait une première action tracto vélo, c'était une opération vraiment sympa où on a fait tout un tour de la région des Pays de Loire avec des tracteurs, avec une équipe de cyclistes. Et on s'arrêtait dans toutes les villes, ça a duré toute une semaine avec une belle manif à Nantes en arrivant le dernier jour, des rayons publics dans toutes les villes d'étape, un accueil formidable de la population et un blog qu'on mettait à jour quotidiennement pour suivre le carnet de route de cette tracto vélo qui permettait aux gens qui ne nous suivaient pas de voir tout ce qu'on vivait. Galerie photo Picasa, parce qu'on commence à avoir un volume de photos à traiter énorme. Mise en place d'un agenda Google, parce que pour l'instant on traînait un truc avec un tableau, un tableur, et c'était absolument impossible à mettre à jour facilement. Donc on commence à faire un peu de travail collaboratif. Maintenant on est plusieurs à pouvoir rentrer des choses dans l'agenda. L'émission Global Mag sur RT, qui est une émission de défense de l'environnement, illustre une émission sur la lutte avec Internet, avec le site de la CIPA. Le qualifiant de machine de guerre parce que les informations qui étaient dessus étaient très très conséquentes. 2011, un nouveau blog puisqu'il y avait 3 jours de résistance en événement de l'été. Septembre, une deuxième tracto vélo, là on est venu jusqu'à Paris. Et enfin, on passe sur un blog pour les communiquer. Tout ça, ça monte en puissance petit à petit, les différents outils. Les réseaux sociaux, là on y attaque vraiment en 2012, c'était récent. Twitter. Pareil, pas de compétence du truc, mais j'avais vraiment l'intuition qu'il fallait être sur Twitter. Un Scoop-it pour collecter les revues de presse. Encore un nouveau blog, Parole de campagne, j'en parlerai plus tard. On organise le deuxième forum européen contre les grands projets inutiles imposés dans le cadre du Forum social mondial à Notre-Dame-des-Landes. Donc là encore, un blog pour expliquer comment s'organiser. En octobre, donc l'opération César. Les comités de soutien explosent partout en France. Donc un blog pour recenser les 200 comités de soutien. Et en décembre, une page Google+. Donc on accède à peu près à tous les réseaux sociaux les plus présents. Après, il y en a certainement d'autres que je ne connais pas encore. Mais bon, on fait ce qu'on peut avec nos petits bras. En 2013, tout récemment, le 11 mai, une grande chaîne humaine, 40 000 personnes, pour entourer les 25 km tout autour de la zone du projet d'aéroport. Un site permet la mobilisation. Un site est en cours de mise en route pour notre prochain événement qui se tiendra les 3 et 4 août sur le site de Notre-Dame-des-Landes. Donc ça, il sera mis en ligne de façon incessante. Si ce n'est pas mis en ligne aujourd'hui, ça sera demain. Donc, petite idée, la carte de tous les comités de soutien. Pendant 3 ans, quand on a commencé à faire des comités de soutien, il y en avait peut-être une dizaine tout autour de la région. Maintenant, il y en a absolument partout. Et ça, Pierre en parlera tout à l'heure mieux que moi. Les outils, les stratégies. On démarre un site internet immédiatement. Faut quand même savoir que la culture internet des fondateurs de la CIPA était très très light. En gros, sur les 9 fondateurs, il devait y en avoir 3 avec une adresse email. Donc quand je leur ai dit, bon, on va créer un site internet, c'est quoi ?
L'objectif, c'est de collecter, d'informer les gens. C'est un projet que tout le monde doit prendre en considération et les gens doivent s'informer, savoir de quoi ils retournent. Les porteurs du projet ont des moyens de communication énormes, c'est les moyens de l'État. Par contre, eux n'ont pas intérêt à ce que tous les éléments soient mis sur la table. Et c'est là que nous on intervient. C'est-à-dire que dès qu'on a des informations sur le projet d'aéroport, on essaie de les mettre en ligne pour que tout le monde puisse en prendre connaissance et se faire sa propre idée. Ça permet aussi une certaine visibilité de l'opposition au projet et ça permet de mettre en contact les gens qui ont envie de nous rejoindre ou ne serait-ce que de s'informer. Ça a démarré gentiment. Donc le site a été mis en ligne en novembre 2000. En mai 2008, on avait péniblement atteint les 100 000 visites. C'est pas mal, mais bon, on peut mieux faire. En août 2011, on a passé les 200 000. Ça a commencé à s'accélérer. Là, aujourd'hui, on a plus de 530 000 visites. C'est-à-dire le fait que la lutte devienne nationale, le fait qu'il y ait tous les réseaux sociaux pour partager les informations, ont permis de donner à tout ça une grande visibilité. La lettre d'info est à plus de 3 850 abonnés, sachant que plein de gens rediffusent l'information, et donc on n'a pas d'idée réelle de combien de personnes sont touchées par notre lettre d'info. Site internet, il a un plus, c'est son contenu. Une capitalisation de toutes les infos depuis le début de la lutte. C'est-à-dire qu'il y a des infos qui ont été récupérées, des articles de presse des années 70, un ouvrage des gages en aménage des années 70, qui a été entièrement numérisé, qui est mis en ligne puisqu'il est plus disponible. C'est sans doute la base de données presse et documentaire la plus complète sur le projet d'aéroport. Il a aussi un moins. C'est un site qui a près de 10 ans, qui a été utilisé, créé avec des technologies qui sont maintenant complètement obsolètes. La mise à jour est lourde. C'est pas du tout un site collaboratif. La présentation austère et démodée, c'est le minimum. Un jour, il y a quelqu'un sur Twitter qui m'a parlé de site moldave. Ça m'a fait un petit peu... Bon, j'ai rien contre les Moldaves, j'ai trouvé ça un peu sévère. Il faut quand même savoir qu'on est tous des bénévoles, on est assez peu nombreux finalement à maîtriser cet outil jusqu'à une période très très récente, et on fait ce qu'on peut sur notre temps libre. Mais bon, je caresse l'idée d'en faire quelque chose d'un petit peu plus sympathique. Le contenu est là, c'est quand même l'essentiel, ce qu'il faut savoir les infos. Après, bon, si c'est sexy, c'est mieux, mais si c'est un peu rustique, ma foi, les infos sont là. On compare au site des porteurs du projet, l'association qui est soi-disant citoyenne, qui est pour le projet d'aéroport. Alors, leur site, il est très très joli, mais si on clique sur revue de presse, il y a 0 article. Moi, j'en ai 8000. On a créé une page Facebook, donc ça a mis un petit peu de temps à démarrer. En 2012, on avait 1000 likers. En septembre, je sais, c'était pendant la conférence environnementale, quand on était sous la tour Eiffel avec des moutons, avec des tracteurs, pour essayer de faire comprendre que c'est bien gentil de faire une conférence environnementale, mais en même temps venir de bétonner 2000 hectares de zone humide, c'est peut-être un peu paradoxal. On est maintenant rendu à 7415 likers. Donc il y a une progression aussi absolument phénoménale depuis que le projet d'aéroport est arrivé en première page des journaux. Quand il y a des grands événements, on a vraiment des pics de fréquentation, on est monté jusqu'à 200 000 pages vues sur une semaine. Et ça va se lire. Où ? Alors, dis-moi tout. Ah, c'est encore les pro-aéroports qu'on fait. Il y en a dans la salle ? Je vais continuer, mais je n'ai plus trop tous les chiffres en tête, mais bon, c'est pas trop grave. L'avantage de la page Facebook, c'est que ça permet de toucher des tas de gens. On reçoit énormément de messages privés par Facebook alors qu'on ne les recevrait pas par mail. Il y a une petite chose qui peut être un peu délicate, c'est parfois on a du mal à maîtriser l'enthousiasme des autres personnes. À titre d'exemple, pour la chaîne humaine, avant même que toute l'organisation soit mise en place, que le site internet soit en ligne, etc., il y avait déjà quelqu'un qui avait créé un événement Facebook sur la chaîne humaine. Et après, il a fallu ramer pour expliquer que, oui, mais non, le site officiel, c'était pas celui-ci, c'était celui-là, et que voilà. Autre problème, il y avait eu la manif du 17 novembre dont j'ai parlé, la manif des réoccupations. Quelqu'un avait créé l'événement Facebook. On m'avait dit, il y a déjà un événement, faut pas que t'en recrées un. Bon, dans tact. Et la personne a disparu des écrans radars au bout de 15 jours. C'est-à-dire que tout cet événement Facebook, tout ce qui avait été collecté, a disparu
Je pense que ça devait arranger certaines personnes. Ah, il n'y a vraiment plus rien du tout. Bon, c'était bien la peine que je me couche à 4 heures du matin pour finir ce truc. Alors. Ensuite, donc Twitter, oui, dans l'ordre, c'était ça que j'avais prévu. Twitter, ben, pareil, donc comme je vous le disais, démarré en janvier. En avril, j'avais 13 abonnés. Grande réussite. Là, un autre opposant que je connais bien vient voir en disant ton compte Twitter, ça va pas, je vais t'expliquer comment ça marche, on va profiter de la grève de la faim. Donc il a pris les choses en main, on se partage ce compte-là. Et il a fait du live tweet régulièrement pendant la grève de la faim en mettant toujours les hashtags qui vont bien, DDL, etc., grève de la faim, la ZAD, en fonction des besoins. Et donc là, brutalement, la fréquentation du compte Twitter s'est mise à exploser. Il m'a expliqué aussi que ça se faisait d'aller suivre les gens. Donc on a commencé à aller suivre des élus politiques de tous bords, des autres opposants, des associations d'environnement, des gens qui retweetaient dans le message. Donc on a monté comme ça en puissance sur le compte Twitter. On est maintenant autour de 3700 abonnés, 12 000 tweets. Le compte Twitter est reconnu comme crédible. Les journalistes reprennent nos tweets. On échange aussi avec eux, parfois par message privé. Donc c'est une opération qui a très très bien marché. Donc pour ceux qui suivent un peu Twitter, c'est le pseudo @sipa_NDL. Donc on essaie de repasser là-dessus, tout ce qui est information, tout ce qui est articles de presse intéressants, tout ce qui est communiqué, etc. En fait, ça s'inscrit dans une stratégie globale, à la fois le site internet, à la fois les blogs, à la fois la page Facebook, et tout le monde se répond et se renvoie la balle. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un message passé sur un blog qui n'est pas aussi envoyé sur Twitter, mis sur Facebook, de façon à avoir la plus grande audience possible. Je continue. Ouais, mais je suis quand même sacrément déconcentrée. Scoopit, ça a été aussi un outil extrêmement facile pour mettre en ligne des articles de presse. Donc là, la revue de presse a explosé littéralement depuis la grève de la faim et puis l'opération César. On est rendu à plus de 8000 articles sur le sujet d'aéroport et les sujets connexes, les grands projets inutiles, la défense de l'environnement, l'aéronautique, les partenariats publics-privés, Vinci de temps en temps. Non, mais il est encore... Non, il est mort. Oui, il est mort. C'est pas de peau. Je vais ressortir un petit peu mes papiers, si vous me donnez 2 petites secondes, que j'en oublie pas. Ah ouais, c'est ça finalement. Alors, moi j'ai presque fini de toute façon, mais j'aurais bien voulu dire un mot quand même du blog Parole de campagne, parce que c'est important. Parole de campagne, c'est un blog qui a démarré juste avant la grève de la faim. Et c'est un blog qui est alimenté par des paysans expropriés, qui permettent de mettre de l'humain au cœur de cette lutte. C'est pas seulement une lutte de pouvoir, une lutte de défense de l'environnement, c'est aussi une lutte de défense des gens. Et il est tenu essentiellement par Sylvie, qui est l'épouse d'un des grévistes de la faim. Et c'est des billets d'humeur. Donc pendant la grève de la faim, il y avait des chroniques quotidiennes sur ce qui se passait, sur ce que vivait son mari, ce que vivaient les enfants. Et ça a mis vraiment beaucoup d'humain sur cette lutte. Dernièrement, là, à partir du mois d'octobre, pendant 30 semaines, on a fait ce qu'on a appelé la vigie postale, c'est-à-dire que toutes les semaines, on écrivait une lettre au président de la République, des lettres très variées, des lettres très argumentées, qui l'informaient sur des points particuliers de la lutte, que ce soit la défense de l'environnement, la défense des agriculteurs, les zones humides, la répression militaire au moment des expulsions, etc. Donc on a touché toute la gamme des arguments et des raisons pour lesquelles on s'opposait à ce projet d'aéroport. Donc ces lettres étaient mises en ligne, et puis on mettrait aussi en ligne les réponses. Parce que les réponses, ça vaut 10. C'est typiquement, on a bien reçu votre courrier, on n'a pas le temps. À chaque fois, on demandait un rendez-vous. On n'a pas le temps, on transmet un Cuvillier qui ne mentera pas, ministre des Transports, qui ne mentera pas de vous contacter, qui ne nous contactait jamais, et voilà. Donc 30 lettres comme ça. On s'en fiche, quoi. On a un peu beau déployer tous les arguments logiques, humains, etc. Rien n'affiche. Je dis pas qu'avant on avait des réponses à nos courriers. Hein. Alors là, pareil. Et ensuite, je ne sais plus de quoi je voulais parler. Ah, exact, le nombre de bénévoles. Ouais. Alors, sur le site internet, la page Facebook, la revue de presse Scoopit, un bénévole. Sur Twitter, 2 personnes.
sur la collecte de la revue de presse. Parce que la revue de presse sur Scoop It, c'est bien, mais c'est des liens. Et comme chacun sait, les liens, c'est pas pérenne. Nous, ce qu'on souhaite, c'est garder des traces de toute la lutte. On a des articles de papier des années 70, des années 60, quand le projet est sorti de terre. Il faut garder ce qui se passe maintenant. Donc là, il y a 3 personnes, en plus de moi qui fais la consolidation de tout, qui récupèrent tous les liens, transforment ça en PDF, l'enregistrent, les renomment avec un code particulier pour qu'on puisse retrouver facilement. On n'a pas été jusqu'au point de mettre des mots-clés. On le regrette un peu maintenant parce que 8000 articles, on n'y arrivera jamais, c'est pas possible. Ça permet quand même, malgré tout, de rechercher un article. Ah, qu'est-ce qui s'est dit? Ah, il y avait quelqu'un qui parlait des partenariats publics-privés pour tel truc à tel moment. Ah bah, c'était dans Ouest France, on va rechercher dans les Ouest France, etc. Ça permet d'avoir vraiment cette base documentaire pérenne qui est indispensable pour alimenter la réflexion et donner les renseignements. Qu'est-ce qu'il y a encore? Donc, les comités de soutien, ça va venir après. Donc j'ai dit Facebook. Donc il y a la page Google+, il y a une personne aussi qui s'en occupe. Et puis l'agenda. Et puis voilà, je pense que j'ai fait le tour par rapport à tout ça. Et puis alors après, bien sûr, ce qu'il y a avec les réseaux sociaux, c'est qu'il n'y a pas que nous. Il y a vous. Tous ceux qui sont là, qui retweetent nos messages, qui repartagent nos articles sur Facebook, qui envoient des commentaires sur les blogs, etc., et qui renvoient la lettre à l'information, et qui permettent de démultiplier complètement les informations qu'on peut bien passer, et qui nous envoient aussi des informations. On ne peut pas être non plus à l'affût de tout. Régulièrement, je récupère des articles de presse parce qu'il y a des personnes qui les ont tweetés, et ça me permet de les récupérer et de les ranger dans la revue de presse. Donc tous ces gens-là, il faut les remercier. Tous les gens qui sont dans les comités de soutien, ça Pierre pourra en parler. Aussi, c'est pareil, ça permet une démultiplication de l'information et de la lutte pour que chacun puisse se faire son idée sur le projet d'aéroport. Moi, je vois des gens qui disent « moi, je suis pour, mais de toute façon, je m'en fous, j'ai pas le temps de me renseigner, ça m'intéresse pas ». J'en veux pas des gens d'être pour, mais il faut qu'ils sachent pourquoi. Et en règle générale, les gens, quand ils se posent la question, qui commencent à creuser le dossier, ah oui, il y a quand même ça, c'est bizarre. Ah bah le préfet, tiens, maintenant le préfet qui a fait le dossier d'enquête publique, maintenant il travaille chez Vinci. Ah bah c'est bizarre. Ah bah tiens, le directeur de Vinci Airport, ah c'est marrant, il était au ministère des Transports du cabinet Guesso quand le projet est ressorti de terre. Ah bah c'est marrant. Ah bah les zones humides, il faut pas les détruire. Partout ils disent qu'il faut faire de l'agriculture de proximité et protéger les zones humides. Ah oui, mais là il y a 2000 hectares, c'est trop à protéger, alors on s'en fiche. Tout ça, ça fait que les gens s'interpellent, creusent, se posent des questions, et c'est l'essentiel. Voilà, moi j'en ai terminé. Je vais passer la parole aux potes de la ZAD, aux camarades de la ZAD qui vont, je pense, présenter Automédia. Ouais. Et la ZAD, comment ça se passe? Bonjour, moi je suis ici. Je suis déjà un peu de temps sur la ZAD. J'ai un peu comment on dit, background informatique et tout. Et j'emmène un peu mon savoir là-bas, mais c'est beaucoup de travail. Et il y a beaucoup de gens paranoïs sur la technologie et la surveillance, tout ça. Et ils aiment bien encore d'utiliser les vieilles méthodes, de passer les papiers, de juste envoyer des pigeons voyageurs et des trucs comme ça. Et nous, on essaye de trouver des moyens pour leur donner des outils qu'ils peuvent utiliser et qu'ils ont certainement confiance d'utiliser, qui ne sont pas sur surveillance, parce qu'il y a beaucoup de gens qui en effet, c'est déjà des années, qui sont un peu dans les luttes et qui sont recherchés, qui sont ci, qui sont là, Et on a une site, et c'est en théorie le seul truc qui est bien centralisé sur la ZAD, et pour diffuser toutes nos infos. Mais tu trouveras presque rien qui est image, qui est vidéo, parce que c'est des trucs très dangereux. Il y a beaucoup de projets qui sont en démarche. Et comme on veut faire un réseau Wi-Fi au-dessus de la ZAD, mais là on a aussi les pros et les cons. Il y a beaucoup de gens contre
les ondes Wi-Fi. Donc on cherche des moyens de ne pas gêner ces gens. Il y a des lieux où il n'y a pas d'électrique, donc on doit trouver des moyens pour gérer l'énergie dans ces lieux. Comme chez nous, moi je suis au Far West et là on a des batteries de voiture, on a un panneau solaire, mais c'est pas assez pour s'autogérer, mais c'est déjà un début. On pense à faire des éoliennes avec des matériels qu'on trouve dans les récup, mais le problème c'est qu'on n'a pas des aimantes qui sont assez forts pour gérer assez d'énergie. Et sur la ZAD, ce qui est Internet, on a des lieux avec des ordinateurs protégés pour les gens, parce que en théorie, l'automédia, ça veut dire que n'importe qui peut gérer son information. Et tout ce que nous, on essaye de faire, c'est de donner des outils qui leur protègent complètement dans l'anonymat, avec comme Tor et Tails et VPN et des trucs comme ça. Et s'ils ont leur ordinateur à eux, on les partage les savoirs, comment utiliser PGP, aussi le Tor et pourquoi c'est bien. On essaye aussi d'enlever tous les métadatas de tout ce qui est photo, vidéo, pour diffuser ça, et aussi sensibiliser les gens comme maintenant. Moi je suis ici physiquement, j'ai mon indicatif si. J'ai pas peur pour me présenter à vous physiquement, mais quelque part, je veux pas que mon physique soit transporté tout partout sur l'Internet, parce que peut-être demain, je suis ailleurs, je suis dans un autre pays, mais il n'y a personne qui me connaît, mais dès qu'ils voient une photo de moi, ils peuvent tout relier de ce que je suis. Donc, quelque part, c'est ça. Et on a aussi commencé un hackerspace, et il s'appelle Funginet. Et en théorie, c'est pour juste gérer une sorte de wiki pour partager tous les savoirs informatiques, mais aussi des savoirs de créer des outils pour un peu peut-être automatiser le jardinage, des trucs comme ça. Et donc c'est là où il y a le hack, parce que je vois qu'il y a beaucoup de commentaires sur l'IRC, qu'est-ce que la ZAD a à faire avec le hack. Et il y en a un qui a dit un bon point, en effet, on hack le système physiquement, mais on utilise aussi les outils comme l'Internet. L'Internet, c'est déjà 3-4 jours, tout le monde est en train de parler, mais en effet, l'Internet, c'est un ZAD. C'est un ZAD sur lui-même, et c'est une zone à défendre. Et si on ne fait rien, ils vont juste imposer tout leur contrôle, tout leur surveillance, tout ça. Et dans la ZAD, on peut expérimenter pour juste arrêter ça. En théorie, tout le monde, je pense qu'il y a beaucoup de hackers qui font ça seuls. Ils cherchent des méthodes, ils créent des logiciels pour éviter toute cette surveillance, mais quelque part, tout seul, ça ne marche pas. Et la ZAD, tout marche un peu en collectif, et tu peux juste aller créer des idées. Comme la beauté à la ZAD, c'est qu'on ne pense jamais à la loi, on pense jamais, tu vois, on crée des trucs, des idées, sans être attaché à la légalité. Parce que c'est pas que c'est des trucs illégaux, mais c'est juste quelque chose, on doit arrêter de penser ça. Et sur l'Internet, il y a beaucoup de trucs créés dans la légalité. Et en théorie, c'est pas ça qu'il faut faire, parce que là, tu joues leur jeu, tout ce qu'ils vont, parce qu'eux, ils ont l'argent, ils ont les outils. Eux, ils peuvent dire, comme avec les lois ACTA et tout, eux, ils peuvent dire, ouais, ok, le peuple, il en veut pas, on va pas le faire, mais quelque part derrière, physiquement, il peut déjà tout mettre en place et juste attendre. Et quand on regarde les luttes en Turquie, en Brésil, toutes les grandes luttes qui sont en train d'exploser tout partout, tu vois qu'en effet, les gouvernements, ils n'écoutent plus le peuple. Ils s'en foutent. Ils disent juste à la police, s'ils se révoltent, tire-leur dessus, mets la gaz dans la gueule, ils vont arrêter de pleurer, tu vois. Mais ça ne marche pas comme ça. Il y a beaucoup plus de gens qui vont sur la rue, qui défendent. Et en théorie, c'est là où les hackers, ils doivent venir,
comme en Turquie, c'est beau, il y a Red Hat là, qui en effet fournit des méthodes à les gens normaux, comment se protéger l'anonymat et comment et à aider à diffuser toutes ces informations avec leur réseau, avec tout ce qu'ils ont disponible. Et c'est trop beau, ça c'est une belle truc où il y a des différents collectifs qui n'ont pas les mêmes idées, mais quelque part, ils partagent le même ennemi et ils essayent d'échanger les outils. Et en théorie, dans la ZAD, ici à Notre-Dame-des-Landes, on doit faire la même chose. On doit essayer de créer on ne doit pas aller faire un grand collectif, mais on doit trouver des moyens de lier tous les collectifs. Et c'est là où il y a les hackers qui peuvent aider, parce qu'eux, ils ont la capacité de créer des logiciels, des espaces, des protections pour garantir l'anonymat à des gens qui sont prêts à se mettre physiquement dans la rue et devant les oppresseurs et les décideurs. Et je suis un peu en train d'aller loin de la automédia, mais juste le fait que, comme ils ont prouvé, comme à Notre-Dame-des-Landes, on a quelques gens qui sont toujours aussi présents physiquement, et comme moi-même, avec un caméra, juste pour filmer ce qui se passe, pas pour filmer le combat, mais pour juste filmer l'oppression, filmer ça. Et comme moi, l'autre fois, je me suis fait tirer avec un flashball parce que je suis en train de filmer. Et il n'y avait pas le média public, donc là, il fait ce qu'il veut. S'il n'y a pas le grand média, ils font ce qu'ils veulent. Ils te tirent dessus, ils s'en foutent. Si toi, tu as les images, ils savent que toi, tu ne vas pas aller avec tes images à France 3 ou tu vois, on va juste mettre les images dans des réseaux sociaux comme Twitter. Là, ça marche encore un peu. Il y a Facebook, mais personnellement, tu ne vas jamais te trouver sur Facebook. Mais l'automédia à la ZAD marche trop bien parce que, en théorie, il y a une personne qui diffuse son information à son réseau, mais dans ce réseau, il y a plein de gens qui sont en connexion avec des autres réseaux, et en quelques minutes, ça disperse. Il y a l'information qui ne va pas dans les médias commerciaux, mais qui quand même, ils arrivent à les gens, comme sur Twitter, Facebook, tous ces réseaux sociaux qui en effet sont une grande risque sécurité pour juste les gens qui se mettent physiquement devant les oppresseurs. Mais comme moi, je veux bien inviter n'importe qui de venir à la ZAD et de juste aider à penser ou juste une idée, aider avec des fournir. Parce que la ZAD, c'est aussi beau pour créer un espace physique connecté à l'Internet, mais pas gouverné par le gouvernement et gouverné par les gens. Et nous, on veut aller quelque part là-bas, être notre propre ISP, être notre propre fournisseur ISP, accès à Internet, et gérer notre propre, tout ce qui doit être géré à nous-mêmes. Et un peu ça. Tu veux ajouter quelque chose? Salut, moi c'est Joe. Bon, j'habite sur la ZAD depuis quelques temps. Je sais pas trop quoi dire parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Mais je vais parler de l'automédia un peu. Donc en gros, la ZAD, c'est le plus grand squat à ciel ouvert d'Europe. Actuellement, il y a une 60aine de lieux habités, des cabanes qui ont été construites. Il y a 200 personnes peut-être qui vivent sur la zone tous les jours. Et c'est depuis quelques années, je ne sais pas exactement, que l'occupation elle a commencé, suite à l'appel des agriculteurs. Et il y a des gens qui ont fait un groupe qu'on appelle l'automédia. Ils s'occupent du site zadnadir.org. C'est un SPIP où ils posent des actualités. Donc pendant les expulsions, il y avait un article tous les jours où il y avait l'infotrafic, c'est-à-dire ce qui se passe sur la zone, où sont les flics, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire. Et donc il y a des gens dans ce groupe-là qui tous les jours ils sont sur PC et puis ils notent les retours d'informations sur le terrain, quoi. Et
Qu'est-ce qu'ils font d'autre? Enfin voilà, en gros, l'Automédia, c'est un groupe plus ou moins fermé, parce qu'il y a des problèmes de confiance, etc., qui gère le site, qui gère la boîte mail. C'est aussi un lieu, l'Automédia, où on peut utiliser une imprimante, ce genre de choses-là. Et ouais, je sais pas. Je sais pas quoi dire. Ouais, mais je peux vous présenter maintenant, si vous voulez, les comités de soutien, ou vous parler encore un petit peu d'Automédia rapidement. Si j'ai pas pu mettre zad.nadir.org sur la Pirate Box, j'avais une clé trop petite, mais par contre, toute la revue de presse d'ACIPA qui est présente sur leur site, vous le retrouverez également sur la Pirate Box. Enfin, il y a une archive pour ça, quoi. Voilà, il y a quelques outils aussi utilisés par Automédia. Je ne sais pas trop comment ils tournent. C'est les crabgrass de Rise Up. Ouais. Ouais, ce qu'on fait aussi avec le groupe Automédia, c'est mettre les gens sur des réseaux sociaux alternatifs comme Rise Up. Parce que Rise Up a déjà bien prouvé d'être sécure et de ne pas donner des informations quand leurs serveurs sont saisis. Ils refusent à donner n'importe ce qu'il y a dessus. Il y a Rise Up, ouais, il y a que... Et Rise Up a mis en place l'outil Crabgrass qui a l'air mais super intéressant. Et j'attends d'être dans un groupe bien vivant pour voir la dynamique de l'outil. C'est un outil collaboratif permettant de gérer un wiki, un système de messagerie, de gestion de groupe et tout ça. Et ça a l'air très très intéressant. Voilà. Moi je m'appelle Pierre, vous me connaissez sur Internet sous le pseudo Ban. Je vais vous parler un petit peu de ce qu'on a fait à la fois sur Internet et dans les comités de soutien. Et des comités de soutien. On a monté chez nous à Saint-Brieuc un comité de soutien assez rapidement après le déclenchement de l'opération César. Il a été créé à l'appel de citoyens. Le mot citoyen pose problème parfois, mais c'est assez compliqué dans le milieu radical. Et il réunit à la fois des citoyens et des organisations politiques et des associations. Ça va d'Europe Écologie pour les organisations politiques, Europe Écologie, Sud Solidaire, comme syndicat, la Confédération Paysanne, la FASE, le Front de Gauche et pas mal de monde. C'est assez dur à organiser. Quand nous, on est arrivé avec nos outils d'Internet, donc on a monté un blog, on a mis en place une mailing list, on est arrivé avec nos habitudes d'autogestion aussi, pas la même autogestion que la ZAD, mais une autogestion qu'on appelle démocratie fluide ou organisation horizontale ou doocratie. Donc nous, on est arrivé avec ça en tête en tant que militants, activistes, machin, et on est allé faire de l'activisme sans le H, le truc chiant dans la rue, quoi. Et c'est très difficile pour des gens de faire passer nos méthodes de mailing list, de pad, de ces méthodes très, très horizontales dans le milieu du militantisme plus classique, et en particulier dans les organisations politiques. C'est le gros enjeu que les décisions puissent être autant prises sur la mailing list qu'en réunion. Si on peut éviter d'aller en réunion, ça nous arrange. Donc c'est assez difficile à monter de ce genre de dynamique pour amener un public qui n'a pas l'habitude de l'outil informatique à l'utiliser. Et les formations GPG, qui sont une nécessité, quelque chose d'indispensable pour moi dans le milieu militant, c'est très difficile également de les mettre en place et d'expliquer ne serait-ce qu'expliquer l'intérêt de le faire jusqu'à avoir une personne qui l'utilise réellement au quotidien. Donc ça, c'est notre partie in real life dans notre petite ville de Saint-Brieuc. Ce qu'on fait également, c'est comme on est présent sur Internet, c'est que toutes nos actions, on les remet sur Internet. Donc on prend les photos, on essaye de faire buzzer dessus à chaque fois et donner l'impression qu'on est très 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 nombreux, alors qu'on n'est pas toujours très 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 nombreux. Parallèlement à ça et à notre action chez nous à Saint-Brieuc avec le comité, on vient aussi des internets, on vient en paix déjà.
mais on vient des internets. Et on a essayé d'utiliser nos outils collaboratifs pour, à la fois pour diffuser l'information, mais pour permettre l'engagement de militants. C'est-à-dire, c'est un cap à passer, aller se rendre sur place, aller sur la ZAD, parce que ça te transforme. Mais, pardon, ça te transforme d'aller sur la ZAD. Mais il y a plein de petits gestes qui vont du like sur Facebook, qui est le point zéro de l'engagement politique, à quand on met en place un pad pour les covoiturages, on voit les gens qui commencent à s'impliquer et on les revoit toujours plus tard, des mois après, à s'impliquer à d'autres niveaux sur la lutte. Donc on a utilisé énormément les pads pour tout ce qui est information collaborative, comme ça mettre en place des covoiturages, faire les listes des besoins qu'il y avait sur la ZAD. Et également, on avait monté un petit groupe avec des copains de rébellion.info autour d'une revue de presse collaborative où on utilisait, toujours du SPIP d'ailleurs, vu qu'on utilisait l'outil Sindis qui est génial pour linker des articles et en plus il te sort un RSS, donc on le traite après comme on veut, quoi. Voilà à peu près notre action sur Internet, c'est diffuser l'information également au maximum, essayer de démonter les arguments des pro-aéroports pour pouvoir argumenter face à eux, les troller aussi au maximum. Et puis j'avais un autre point important à dire sur Internet, oui, c'est également de faire de la recherche documentaire avec des outils que Asipa n'a pas forcément. Des trucs tout cons, mais chercher un Wiz pour savoir qui est derrière un site internet, regarder quels sont les autres sites hébergés sur le serveur, ça permet des fois de faire des liens assez marrants et puis faire de la recherche de base. Quand on voit que le vice-président de Vinci est aussi propriétaire d'une boîte qui fait les amorces de Lacrymo, c'est toujours marrant de voir un mec qui bouffe à tous les râteliers comme ça, quoi. Et c'est des choses qui sont toujours marrantes à pouvoir dire publiquement et en plus sourcer et argumenter. Voilà, c'est nos. Et puis des fois, on essaye de faire un peu de buzz avec, parce qu'on a la chance de connaître quelques journalistes qui nous écoutent. Et quand on peut s'en servir pour faire notre agite propre, on n'hésite pas, quoi. Voilà. Voilà, je pense, ouais, on va parler à un autre je vais passer le micro à un autre activiste. Oui, du coup, je donne rapidement mon point de vue. Moi, je suis pas du tout rentré là-dedans par la lutte contre l'aéroport, en fait. Moi, j'avais appris l'existence de la ZAD, je sais pas comment. J'habitais à Nantes à l'époque. Et en fait, ce qui m'a fait rentrer dans tout ça, c'est plus le côté positif. Pas le côté lutte contre quelque chose, mais le côté constructif qu'il y a à la ZAD, où justement, c'est un lieu d'expérimentation vraiment totalement, c'est vraiment libre, quoi. Et comme c'est un lieu qui est complètement décentralisé aussi, au niveau de l'organisation, il n'y a pas quelqu'un qui décide pour les autres. Au niveau faire l'expérimentation, bon, que ce soit plantation et compagnie, moi j'y connais absolument rien, mais je trouve ça super intéressant. Et puis derrière, comme l'a dit Si, il y a des projets sur le Wi-Fi, etc. Et si vous regardez sur OpenStreetMap, moi je me suis amusé, j'ai passé 2-3 après-midi là-bas avec mon GPS et mon PC. Et donc si vous regardez, si vous cherchez Far West sur OSM, Far F-A-R, et West comme en français, vous allez avoir une réponse sur OSM, c'est le Far West de la ZAD, donc qui est un des lieux d'habitation, une des cabanes de la ZAD, donc que j'ai mappé, je ne sais plus exactement quand. Donc ça fait partie finalement un peu de la lutte, puisque c'est une façon d'affirmer que l'endroit, le Far West, il y a le Sabot, il y a d'autres squats, que ces endroits-là sont des lieux où il y a des gens qui habitent, que même si c'est pas des maisons qui font partie d'une commune qui est enregistrée par l'État, donc par l'autorité centrale, finalement le fait de les mettre sur une map, sachant que des gens y habitent depuis 2 ans pour certains lieux, c'est une façon d'affirmer que ces endroits existent, avec des gens qui y sont, qui les occupent et qui font des choses. Donc voilà, en ce qui me concerne, c'est l'approche que j'ai eue par rapport à celui-là. C'est tout. Est-ce que vous avez des questions ? Oui. Moi, je suis vraiment surpris parce que j'ai l'impression un des plus beaux hacks de la ZAD depuis un moment, c'est Radio Klaxon. Et vous en avez pas parlé, alors ça me rend fou, quoi.
Bah, je pense que tu connais un peu mieux que moi le fonctionnement de Radio Klaxon, mais c'est une radio pirate. En gros, il y a Radio Klaxon, c'est une radio FM qui émet illégalement. Au début, c'était juste un émetteur FM avec un enregistreur cassette qui tournait en boucle. Il y a les flics à tel endroit, à tel endroit, à tel endroit. Puis ça s'est étoffé avec le temps, quoi. Il y a des gens qui s'occupent de cette radio, qui ont commencé à en faire une vraie radio, quoi. Maintenant, la radio, il y a des réunions ouvertes toutes les semaines. Les gens qui sont intéressés à participer à la radio, ils peuvent y aller. Il y a un programme, quoi, il y a une grille, comme une vraie radio, quoi. Et il y a un stream aussi de la radio qui marche plus ou moins bien. Juste à propos de Radio Klaxon, le point important, c'est qu'elle émet sur la bande FM et pas sur n'importe quelle fréquence. Elle émet sur le 107.7, qui est la fréquence de Vinci Autoroute. Et bah ouais, tant qu'à faire, quoi. Ouais, et on essaye aussi pour la communication, parce que c'est une zone de 2000 hectares. En plein combat, on est coupé des fois de zones de différentes zones. Et on essaye aussi de mettre en route des systèmes d'avant, comme le CB, les walkie-talkie, des trucs comme ça, pour quand même avoir une communication constante entre tous les lieux, tout ce qui se passe, et de centraliser après cette information à Radio Klaxon qui diffuse entre 5 et 10 km en radius. Et je sais pas, on a aussi eu quelques supports des groupes hackers, je ne vais pas les nommer, mais parfois ils nous filent des informations que en théorie tu peux pas avoir publiquement, ou tu vois, et c'est des petites informations. Et une des trucs qui s'est passé, c'est qu'on a réussi à recevoir tout le mailing list de Jean-Marc Ayrault de son site. Il avait un petit bug et il y a des gens qui nous ont fourni des milliers d'adresses mail, et c'est quand même bien. J'aime bien ça. S'il y a des questions, vas-y. On est aussi en train de garder sur IRC, donc s'il y a des questions sur IRC, vas-y. Hein. Bonjour, moi je m'appelle Vincent, donc je suis riverain de la ZAD. Donc avec ma famille, on habite à moins de 2 km en fait de tout ce joli bazar d'État. Et donc en fait, on s'est rendu compte que par rapport à ce qui sortait dans les médias au niveau des retranscriptions de ce qui se passait vraiment sur le terrain, il y avait un gros décalage. Donc avec un collectif de Strasbourg, on a décidé de créer une page Facebook, un groupe Facebook qui s'appelle Non à l'aéroport à Notre-Dame-des-Landes. Donc aujourd'hui, on est suivi par plus de 10 000, presque 11 000 personnes, donc qui est autant que la page de Jean-Marc Ayrault. Allez, on va dire à une soixantaine de likers près. Donc je vous invite à liker cette page. Donc il faut vraiment faire attention parce qu'il y a une tentative de récupération par l'extrême droite de cette lutte, donc qui a monté une page qui s'appelle Contre l'aéroport, et donc qui est managé par une sorte de despote autocratique qui s'est autoproclamé roi du contre l'aéroport, et en fait qui rediffuse pas forcément des informations objectives et à propos sur la ZAD. Donc nous, pour contrer ça, en fait, donc on a monté cette page avec un collectif de Strasbourg, donc c'est assez éloigné. Il se trouve qu'à chaque fois qu'on entend des bruits de grenades donc dans notre jardin, puisqu'on est vraiment... donc on retransmettait l'information sur cette page, et puis derrière les médias traditionnels relataient l'information avec 6 plus 6 heures plus 8 heures, quoi. Donc ils avaient temps de vider la ZAD, de tuer tout le monde, qu'en fait personne n'aurait été au courant, quoi. Donc nous on s'est posté là-dessus. Il existe aussi une page ASIPA Google+, donc on essaye d'être présent un petit peu partout. Je sais qu'il y a des groupes sur Changebook. Il y en a un petit peu partout, donc je pense que si on reprend le total de toutes les personnes qui sont mobilisées sur ces pages, on arrive à un chiffre, on dépasse les 100 000 personnes qui sont contre ce projet d'aéroport. Donc je vous invite à continuer et puis à partager ces pages, s'il vous plaît. Que pensez-vous de la tentative de récupération politique, justement ? Ah ouais, c'est juste. Excuse-moi, Internet.
Il y a une question. Que pensez-vous de la tentative de récupération politique, justement? Ben, moi, je ne suis pas vraiment français, je ne comprends pas vraiment la question. Peut-être... En fait, de récupération politique, on n'en veut pas forcément. Disons qu'on est d'accord avec certains partis, comme Europe Écologie Les Verts, comme le parti de gauche, etc., qui sont fortement mobilisés sur la question. Mais on ne tient pas à politiser le débat plus que ça, puisque en fait, c'est un débat qui se veut apolitique, qui touche à trop de domaines pour être politique. Il y a un volet social, il y a un volet foncier, il y a un volet occupation, il y a un volet préemption. Enfin, le scope est vraiment trop large pour politiser ce débat-là. En fait, c'est un débat citoyen. Et pour l'intérêt général, il faudrait qu'il reste dans le domaine citoyen, ce qui n'est pas le cas, puisqu'en fait, la plupart des porteurs de projets ont des entreprises, ils font passer le message entre personnes morales privées. Donc voilà, d'où l'intérêt général est lamentablement en fait étouffé dans tout ça. Moi, j'aurais quand même ajouté une chose, c'est que contre le projet d'aéroport, il y a une coordination d'associations, groupements et partis politiques dont fait partie la CIPA. Cette coordination est très active, ça comprend des gens aussi différents que le NPA ou le MODEM. En fait, on touche tout le spectre politique. Donc, et c'est des gens, des militants de terrain, et qui sont là, et les gens du MODEM qui étudient des dossiers, et les gens du MTA qui sont là pour les mobilisations, qui argumentent sur leur site, etc. Donc en fait, les partis qui n'y sont pas, c'est le FN, c'est le PS, c'est une partie du Parti communiste et l'UMP. Et en fait, tous les autres partis politiques sont plus ou moins dans la coordination. Ce qu'il faut comprendre avec Notre-Dame-des-Landes, c'est que c'est une lutte, c'est pas du tout un mouvement comme certains pensent l'appeler. La seule unité, c'est la lutte en fait, et c'est l'opposition face au projet d'aéroport. Donc ça crée un front d'opposition à l'aéroport qui réunit énormément de monde et des gens qui ne se seraient jamais parlé avant, quoi, mais qui seraient vraiment jamais parlé ou qui même se considèrent comme des adversaires ou des ennemis politiques. Et quand on arrive dedans et qu'on n'a pas l'habitude de ce militantisme et de ce mode d'organisation, on le prend vraiment en pleine gueule et c'est assez particulier. C'est assez difficile de s'adapter à ce mode de fonctionnement. Nous, on avait mis une règle assez simple pour le comité qu'on a monté, c'est que les organisations politiques, si vous voulez votre logo sur les tracts et votre nom et tout ça, bah, vous payez, quoi. C'est vous qui payez les tracts. Et essayez de fonctionner comme on fait quand c'est sponsorisé sur un événement. On met le logo sur la communication et en échange de thunes. Et c'est comme ça qu'on aimerait fonctionner. C'est pas facile du tout. Enfin, pour faire cracher l'argent, c'est jamais très facile. Par contre, tout ce qui est organisation, même des entreprises qui viennent aider la ZAD, Coref, typiquement Coref, brasseur de bière en Bretagne, ça a été des litres et des litres et des litres de bière brassés contre le projet d'aéroport. J'ai oublié de vous en amener. Honte sur moi, mais vraiment honte sur moi. Nous, à Saint-Brieuc, ça nous a permis de faire un chèque de 15 000 € à CIPA, uniquement sur la vente de bière. Donc, bien évidemment, on ne part pas en vacances avec l'argent qui nous est versé par les opérations de soutien. On diffuse de la documentation, on diffuse des tracts. Certains tracts sont diffusés à des centaines de milliers d'exemplaires, des fascicules d'argumentaire. Il y a des actions juridiques qui coûtent de l'argent. Donc tout l'argent qui est collecté va à la lutte. C'est très très important de le dire. On n'a aucune subvention, on ne vit que des cotisations de nos adhérents, des dons et ce genre d'opérations. Il y a eu la Coref, il y a la brasserie du Bouffet, qui est une brasserie artisanale à Nantes, qui a pris le relais sur un autre type de bière. Il y a un comité de soutien de l'Allier qui nous a fait du vin bio. Il y a un groupement d'éditeurs et de dessinateurs de BD qui ont édité une BD Détachez vos ceintures aux éditions du Kist pour aussi populariser la lutte. Et ensuite, tout ça, ça permet de vivre, de diffuser l'info et de combattre juridiquement le projet.
On a déjà une demi-heure de retard, donc on n'est pas à 10 minutes près. On va passer aux questions. On essaie de faire relativement assez vite pour ne pas prendre 1 heure de retard, même si c'est pas trop grave, c'est le dernier jour. Et apparemment, il y a une main, donc je pense que tu avais une question. Voilà. Moi, j'ai une question par rapport aux actions une des actions sur Internet qui a bien marché l'année dernière, c'est le flood des parlementaires européens pour ACTA. Et j'ai pas l'impression que vous ayez des actions de ce style, ou en tout cas je les ai ratées. J'en ai parlé à Jérémy Zimmerman, je suis allé sur le channel de la Quadra, on a accès au PipPhone. Et dès qu'on trouve le temps de coordonner ça avec ASIPA, on lance une bonne grosse campagne de flood. Voilà. Je voudrais dire un tout petit mot sur... alors, c'était pas vraiment une campagne de flood, mais ça s'y apparentait quand même. Juste avant Noël, le Conseil régional des Pays de Loire a fait un appel d'offres pour... il y en avait pour combien? 300 000 euros, je crois. 300 000 euros dans un premier temps, pour recruter une entreprise pour faire du buzz, du lobbying sur les réseaux sociaux. Ah, c'était que du bonheur. Il a suffi de le mettre sur la page Facebook, le Twitter, relayé par tous ceux qui voulaient bien le relayer, etc., en disant tout le monde peut postuler. Et en plus, ils avaient proposé d'envoyer le dossier sous forme papier. Au moment des fêtes. Tout faux. Bien sûr, difficile d'avoir le retour sur ce type d'opération. Sauf qu'ils ont dû abandonner leur avis de marché parce qu'il y a plus de 4000 personnes qui ont demandé le dossier. Donc le retour d'information, on l'a eu par le président du conseil régional. Et vraiment, on n'en espérait pas tant. Donc merci, s'il y en a dans la salle qui ont participé, vraiment on s'est régalé. Quand il y a des zadistes qui se font arrêter, qui sont à la gendarmerie dans le coin, de Blain par exemple, il y a des coups de téléphone pour demander la libération des camarades, le grand classique, mais qui viennent de toute la France. Voilà, via Internet, il y a une solidarité vraiment assez impressionnante quoi, qui s'est montée et je kiffe. Quoi. Suite à Notre-Dame-des-Landes, il y a eu des sortes de ZAD qui sont montrés, on va dire, un peu partout en France. Est-ce que vous pouvez en parler justement sur pourquoi, comment? Est-ce que c'était vraiment un exemple? Donc, à partir de Notre-Dame-des-Landes, on s'est interrogé sur tout ce qui se passait un petit peu partout en France et ailleurs en Europe, sur les grands projets inutiles. Et donc, on s'est aperçu que la convergence des luttes, elle était nécessaire, non pas utile, mais nécessaire, puisqu'en fait, il se trouve qu'il y a des grands projets inutiles un petit peu partout. Et du coup, depuis, s'est ouvert une vingtaine de ZAD à peu près partout. Et il faut savoir qu'une ZAD, en fait, c'était par décret. Ça se faisait avant par décret. C'est la préfecture qui décrétait, en fait, qu'il faisait une zone d'aménagement différée pour faire une infrastructure dans le futur. Et donc, il se réservait la propriété de telle zone. Et il se donnait à peu près 30 ans pour exproprier et vider la zone. Voilà. Et donc, en fait, le terme de ZAD est redescendu dans le domaine public. On se l'est réapproprié nous-mêmes. Et finalement, la ZAD de Notre-Dame-des-Landes a fait beaucoup de petits, parce qu'aujourd'hui, il y en a plus de 20 à travers la France. Il faut savoir aussi que la presse nous a quand même vachement aidé à traiter le sujet de Notre-Dame-des-Landes dans le registre du fait divers. Alors que ce n'est pas un fait divers du tout, c'est un fait de société. Et tu te rappelles, c'est quoi les autres projets Il y a Bure, il y a dans le Morvan, Tu peux développer très rapidement le genre de projet de en fait. C'est la déforestation, c'est l'enfouissement de déchets radioactifs, ça va être c'est des saloperies, de la construction, du bétonnage. Ouais, c'est tout ce qui va, y compris en région parisienne, détruire les dernières terres agricoles qui restent. Le projet du plateau de Saclay, le projet complètement ahurissant comment c'est là, au nord de Paris. Ah, le nom m'échappe, où ils veulent faire un immense centre commercial avec des pistes de ski. Ou quelque chose comme ça. Eurocity, je crois. Non?
Ah, le nom m'échappe, je suis désolée pour les gens qui luttent pour défendre ces terres agricoles là aussi. C'est vraiment un truc commercial et délirant qui va détruire des terres extrêmement riches de ce côté-là. Dans le Morvan, il y a un projet de scierie, c'est devenu Notre-Dame-des-Bois. Il y a un projet, je ne sais plus très bien où, dans les Alpes, c'est devenu Notre-Dame-des-Alpes. Et à chaque fois, ça essaime comme ça. Un petit mot sur les grands projets inutiles. Je vous disais, on a fait un blog l'année dernière sur le 2e forum européen contre les grands projets inutiles imposés. Le 3e forum européen contre les grands projets inutiles imposés se passe à Stuttgart, où là, il y a un problème de rénovation de la gare TGV qui est fait aussi absolument de façon pharaonique en dépit du bon sens. Il y a des gens qui se battent contre ce projet depuis des années. Donc c'est fin juillet. Dans le cadre de la lutte contre les grands projets inutiles, la lutte de Notre-Dame-des-Landes a été présente au Forum social mondial de Tunis il y a quelques mois également. Donc toujours dans l'idée de fédérer les luttes, de repérer quels sont les processus qui sont en fait toujours les mêmes. On prend de la terre agricole, c'est un projet qui ne va pas bénéficier à la population, mais qui va bénéficier aux grandes entreprises, des projets de prestige, etc. On criminalise les gens qui se battent contre le projet. On parlait tout à l'heure de Si qui s'est pris une balle de flashball quand il filmait. On a une militante de 65 ans, 1m50, qui s'est fait casser un doigt par torsion par un CRS. Alors qu'elle veut aller au tome 3 pommes, un grand caillard qui est venu l'attraper, qui voulait lui prendre sa caméra parce qu'elle filmait. Et donc elle a porté plainte, et quand elle a porté plainte, elle a eu l'impression d'être en garde à vue. Donc la plainte court toujours, son doigt se remet péniblement, c'était au mois d'octobre ou novembre. Et tout le monde est touché. Pendant un temps, ils faisaient la différence. Les jeunes comme si, on leur tapait dessus, les vieilles comme moi, on leur disait « mais bougez-vous madame ». Maintenant, ils commencent aussi à taper sur madame. Ils tapent sur tout le monde, peu importe, de toute façon on est des opposants, on est des terroristes quasiment. Ouais, je voulais dire un truc important aussi. Moi, si je suis venu ici, c'est parce qu'en fait, on a parlé de l'automédia, mais on n'a pas parlé, par exemple, de nous ce qu'on a fait vraiment, parce que, on a un background de geek, de hacker, puis on est arrivé sur la zone, quoi, et on s'est pas inséré dans le groupe de l'automédia, quoi. Enfin, du fait du système d'organisation, tout ça, ça nous plaisait pas. Enfin, ils ont fait plein de choses, c'est merveilleux, mais sur IRC, il y a eu pas mal de critiques au début. Enfin, pourquoi on est ici, que l'automédia, machin, que si pas truc. Ils ont fait ce qu'ils ont pu et c'est très bien. Enfin, ils font beaucoup de choses. Et moi, j'ai envie de m'adresser à vous, aux gens sur Internet, aux hackers, quoi. Si vous avez des projets, si vous avez des envies, créer des systèmes décentralisés d'alerte, des systèmes de communication. Enfin, par exemple, on a un système d'alerte avec des téléphones portables pour s'appeler. Moi, on pourrait très bien envisager un projet OpenBTS sur la zone. Enfin, on peut envisager plein de choses, quoi. C'est libre, quoi. Et moi, vraiment, j'ai un concept, quoi. On a libéré le code. Maintenant, j'ai envie de libérer les hackers, quoi. Et moi, depuis que je suis sur la ZAD, je suis libéré. Et j'ai plus juste mon petit espace libre Internet qu'on essaye de protéger. Mais c'est aussi ma vie tous les jours, concrètement, quoi. Donc, à toutes les personnes qui soutiennent des mouvements comme en Syrie, en Tunisie et tout, moi, je vous dis, viendez à Notre-Dame-des-Landes. Venez soutenir ce qui se passe juste à côté de chez vous, quoi. Sur les projets comme Notre-Dame-des-Landes, il y a souvent on nous dit vous êtes opposant parce que ça se passe dans votre jardin, c'est le Not in my garden. Dans l'activisme, il y a un peu le phénomène inverse. C'est quand c'est dans mon jardin, je m'en occupe pas. C'est facile de m'occuper de la Turquie, de m'occuper d'endroits loin. Enfin, c'est facile et non parce que on a vu les potes se cramer, faire des burn-out quand ils s'occupaient de la Syrie et nerveusement, c'était super dur. Nous, on a la chance d'être à 200 bornes. Et la ZAD, si on peut y aller, on peut voir les potes, on peut voir qu'ils vont bien et tout ça, c'est assez rassurant. Mais par contre, il y a une prise de risque quand on va militer chez nous. Il y a un pas à passer. Je vous invite vraiment à le faire parce que c'est libérateur. C'est vraiment une libération de s'impliquer par nos outils Internet dans la vie de la cité et dans la politique en fait, parce que la politique non partisane, mais dans la vie de la société en fait. Des questions ? Des questions ? Ah si. Mais un petit mot, on a nous aussi des stickers, des badges à vendre.
de la doc également. Et si vous voulez pas venir à Notre-Dame-des-Landes, vous pouvez soutenir la lutte en achetant ça. Ils sont à prix libre. Vous mettez autant que vous voulez et que vous pouvez. Merci.